Comment la haine d'un seul homme peut-elle devenir une politique d'État? Comment est-il possible qu'une obsession personnelle finisse par alimenter des fours, gazer des innocents, anéantir des communautés entières? D'où vient cette fixation contre les Juifs et pourquoi tant de gens l'ont-ils suivi? Les images sont familières. Des synagogues en flammes lors de la nuit de cristal, des familles traînées dans des wagons à bestiaux, des numéros tatoués sur des bras tremblants, le visage d'Hitler éclairé par des projecteurs, hurlant depuis un balcon. Mais derrière chaque image se cache une question troublante. Pourquoi eux? Pourquoi les Juifs sont-ils devenus l'ennemi ultime, le bouc émissaire d'un Reich qui promettait de durer 1000 ans? La réponse ne se trouve pas dans un seul moment ni dans un seul livre. Ce n'était ni un accès de violence soudain, ni un accident. C'était un processus, un mélange de frustration personnelle, d'idéologie héritée, de défaites nationales et de mythes toxiques qui circulaient bien avant la naissance d'Hitler. Aujourd'hui, nous allons suivre ce fil de l'enfance sombre d'un jeune homme raté en Autriche jusqu'à la machine industrielle d'extermination qui a recouvert l'Europe de cendres. Un voyage difficile, mais nécessaire, car ce souvenir n'est pas une option. C'est un devoir. Avant la haine, il y avait un rêve, et ce contraste est essentiel pour le comprendre. Il est né à Braunau am Inn, une petite ville autrichienne à la frontière allemande, en 1889. Son père, Alois, était un douanier rigide et autoritaire. Sa mère, Clara, représentait la chaleur du foyer, la seule personne dont Hitler se souviendrait jamais avec une véritable affection, même à la fin de sa vie. À Linz, où il a passé son adolescence, Adolf montrait un tempérament difficile. Mauvaises notes, disputes constantes avec son père et une obsession grandissante pour le dessin et la musique. Il était fasciné par les opéras de Wagner, avec leur héros germanique et leur atmosphère grandiose. Dans ce théâtre, il pouvait s'évader de la médiocrité du quotidien. Son père voulait qu'il devienne fonctionnaire. Lui rêvait de devenir artiste. À 18 ans, après la mort de sa mère d'un cancer, un coup dévastateur qui l'a plongé dans la solitude, il s'est installé à Vienne avec un objectif clair: entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il a postulé 2 fois. 2 fois, il a été refusé. Ses examens révélaient toujours le même schéma. Il savait dessiner des bâtiments, mais était incapable de représenter la figure humaine. Ses aquarelles étaient soignées, même agréables, mais sans aucune innovation. Pour les professeurs, il n'était qu'un amateur de plus parmi des milliers d'autres. Pour Hitler, ce fut brutal. Il n'était pas seulement en train d'échouer, il se persuadait que le monde conspirait contre lui. C'est alors qu'un chapitre sombre a commencé. Errant dans Vienne, vivant dans des pensions miteuses, vendant des cartes postales peintes à la main pour survivre. En hiver, il passait des heures dans des refuges pour sans-abri, partageant des lits avec des ouvriers, des chômeurs, des anciens combattants. Ses repas provenaient des soupes populaires. Dans ces rues, il découvrit une ville vibrante et chaotique. Vienne était alors le cœur d'un empire multiethnique. Tchèques, Hongrois, Polonais, Italiens, Croates, Juifs. Dans les cafés, les langues, les journaux et les mouvements politiques se heurtaient tous. Nous devons faire une pause ici. Détestait-il déjà les Juifs à ce moment-là? Les preuves sont contradictoires. Sa logeuse se souvenait d'un jeune homme calme et poli. Certains compagnons disaient qu'il ne montrait pas de préjugés ouverts. Et pourtant, des décennies plus tard, il affirmerait qu'à Vienne, il avait appris à haïr les Juifs. Comment expliquer cette contradiction? La clé, c'est que Vienne était aussi un centre de l'antisémitisme moderne. Le maire Karl Luger utilisait un discours populiste, catholique et anti-juif pour gagner des voix, même s'il traitait en privé avec des banquiers juifs. Georg von Schönrey, un autre homme politique influent, prônait un nationalisme pangermanique radical et violent, ouvertement raciste. Des brochures antisémites étaient vendues dans les kiosques. Des journaux comme le Deutsches Volksblatt répétaient des théories du complot. Hitler, isolé et plein de ressentiment, s'imprégnait de cette atmosphère.
Il lisait de façon vorace, mais sans méthode, brochures, propagande, pseudosciences raciales. Dans les refuges, il entendait des plaintes contre les immigrés, les communistes, les banquiers. Petit à petit, ses frustrations personnelles se mêlaient à ses explications simplistes. Il avait échoué en tant qu'artiste, mais se persuadait que ce n'était pas de sa faute. C'étaient les autres, les Juifs, les Tchèques, les étrangers, qui occupaient soi-disant les places qu'il estimait méritées. Ironiquement, au même moment, il entretenait des relations respectueuses avec certains Juifs. Le médecin qui soignait sa mère, Édouard Bloch, était juif. Hitler s'est toujours souvenu de lui avec gratitude, une fois au pouvoir, a ordonné qu'on le protège à Linz. Ce détail complique toute lecture simpliste. Son antisémitisme n'était pas une vengeance personnelle. C'était quelque chose de plus abstrait, de plus idéologique, car la haine qui mûrissait dans son esprit ne venait pas d'une expérience directe. Elle venait d'un récit qui flottait dans l'air. L'idée que les Juifs représentaient une menace pour la nation, qu'ils contrôlaient la finance, la presse, les universités. Des histoires fausses, mais séduisantes pour quelqu'un comme lui, quelqu'un désespéré de trouver une explication à ses propres échecs. Le contraste est saisissant. Le jour, un jeune homme qui peint des cartes postales de la cathédrale Saint-Étienne. La nuit, ce même jeune homme écoute des discours enflammés sur la Ringstrasse, regarde les foules acclamées des politiciens qui parlent de race et de dégénérescence. Le paradoxe de Hitler à Vienne, c'est que, s'il a échoué en tant qu'artiste, il a découvert une autre vocation, la politique de la haine. Il ne le savait pas encore, mais il apprenait un langage qu'il manierait plus tard avec une précision mortelle. Des phrases courtes, des slogans, des ennemis clairement désignés. Il y a un autre détail crucial. Hitler est devenu fasciné par la foule. Lors des rassemblements de Luger et Schönré, il a vu quelque chose qui marquerait à jamais son style. La puissance de l'émotion collective, l'emprise des masses. Il a compris que la vérité objective importait peu. Ce qui comptait, c'était l'effet produit. Des années plus tard, dans Mein Kampf, il se souviendrait que les gens ne veulent pas d'analyse complexe. Ils veulent des slogans simples, répétés 1000 fois. À Vienne, il a compris qu'un chef ne l'emporte pas avec des arguments, mais avec de la passion. Pendant ce temps, sa vie quotidienne continuait de se déliter. En 1910, il était déjà en marge, errant dans la ville avec des vêtements usés, de plus en plus isolés. Mais dans sa tête, le scénario s'écrivait tout seul. Lui, le génie incompris. Le monde, manipulé par des ennemis cachés. L'avenir, la lutte pour racheter l'Allemagne. L'histoire montre encore et encore comment les échecs personnels peuvent se transformer en ressentiment collectif. Hitler n'a pas inventé l'antisémitisme. Il n'a pas inventé la théorie raciale. Il n'a pas inventé les mythes du complot. Mais durant ces années-là, sa frustration personnelle s'est mêlée à ses idées, et ce cocktail s'est révélé mortel. En 1913, lorsqu'il s'installe à Munich pour tenter un nouveau départ en Allemagne, il porte déjà en lui une vision embryonnaire. La société était malade, les Juifs étaient le poison, la nation avait besoin de renaître. Il n'avait ni plan, ni parti, ni partisan, seulement un ressentiment en quête d'une cause. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin allait lui offrir une scène bien plus vaste que Vienne, plus grande que ses cartes postales et ses misères. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate et la vie d'Adolf Hitler va changer à jamais. Bien avant que la haine ne soit institutionnalisée, bien avant que Hitler ne devienne un homme politique, le terrain était déjà propice à la croissance de l'antisémitisme. Il ne l'a pas inventé. C'était un héritage empoisonné et il en est devenu le disciple le plus fanatique. L'Europe avait passé des siècles à construire des mythes contre les Juifs. Depuis le Moyen Âge, on les accusait d'avoir tué le Christ, de profaner l'hostie, d'empoisonner les puits pendant la peste noire. Des mensonges répétés sans cesse, alimentant pogroms et expulsions. À la fin du XIXe siècle, ces vieilles calomnies s'étaient parées d'un nouveau masque,
la science raciale. Dans les laboratoires et les universités, on parlait de mesurer les crânes, de typologie raciale, de pureté du sang, de la pseudoscience, mais déguisée en blouse blanche. L'antisémitisme s'est modernisé. Ce n'était plus seulement religieux, c'est devenu biologique. Dans cette optique, être juif n'était plus une question de foi, mais de sang. Aucune conversion n'était possible. C'était une marque de naissance. C'est dans ce climat qu'est apparu l'un des textes les plus influents et dangereux du XXe siècle, les Protocoles des sages de Sion. Publié en Russie en 1903, c'était un faux grossier prétendant révéler un complot juif secret pour dominer le monde. Il parlait de contrôler la presse, de manipuler les gouvernements, de détruire la morale chrétienne. Rien de tout cela n'était vrai. Les protocoles n'étaient qu'une satire plagiée de la France du XIXe siècle, mêlée à des théories du complot. Mais en temps de crise, les gens ne cherchaient pas de preuves. Ils cherchaient des boucs émissaires. Le texte s'est répandu, traduit en allemand, en autrichien, en français. Hitler le lira plus tard et le citera comme s'il s'agissait d'un document authentique. À Vienne, ces mythes trouvaient de puissants relais. Karl Lueger, maire de la ville de 1897 à 1910, montra comment gagner des élections avec un discours populiste imprégné d'antisémitisme. Peu importait qu'il collabore en privé avec des banquiers juifs. Ce qui comptait, c'était l'effet sur les masses. Hitler était impressionné. Ce qui comptait chez Lueger, ce n'était pas l'exactitude de ses faits, mais le génie de sa rhétorique, se souviendra-t-il plus tard. Un autre modèle était Georg von Schönreh, un leader pangermaniste qui mêlait antisémitisme racial et rêve d'une grande Allemagne. Lors de ces rassemblements, les drapeaux s'agitaient, des slogans violents étaient scandés, et un sentiment d'appartenance était cultivé en rendant l'ennemi tangible. Hitler, un jeune homme en échec, dormant dans des pensions et vendant des cartes postales, observait tout cela. Il apprenait sans s'en rendre compte, absorbant la conviction que l'ennemi n'était pas la pauvreté, le chômage ou la corruption, mais tout un groupe humain, et que la rhétorique haineuse pouvait mener au pouvoir. Mais le contexte compte. Vienne et l'Empire austro-hongrois étaient en crise. Le nationalisme débordait. Tensions sociales, modernisation inégale. Quand les problèmes sont aussi complexes, les explications simples sont séduisantes. C'est la faute des Juifs, disait-il, et des millions l'ont accepté parce que haïr est plus facile que comprendre. Hitler s'est aussi plongé dans la littérature complotiste, des pamphlets de Houston Stewart Chamberlain affirmant que la race aryenne était porteuse de culture, tandis que les Juifs étaient des destructeurs. Des magazines fulminaient contre de prétendues conspirations bancaires. Tout cela lui a offert une vision du monde bien ordonnée, le monde comme une lutte raciale. Le paradoxe était évident. Vienne comptait une communauté juive florissante, médecins, avocats, commerçants, artistes. Freud écrivait à cette époque « Malheur dirigeait l'opéra ». Les cafés bourdonnaient de débats intellectuels remplis de non-juifs. Pour un jeune homme qui avait échoué dans ses rêves artistiques, voir autant de juifs réussir ne faisait qu'alimenter l'envie, non pas parce qu'ils lui avaient fait du tort directement, mais parce que leur succès lui rappelait son propre échec. C'était là la graine de sa future rhétorique. Les juifs, non pas comme des individus réels, mais comme un symbole, l'autre sur qui déverser les frustrations personnelles et collectives. Avec le temps, Hitler a reconsidéré ces années viennoises comme une révélation. Dans Mein Kampf, il a écrit que c'est là qu'il a ouvert les yeux pour la première fois sur la question juive. Mais en réalité, le jeune homme à Vienne n'était pas encore un fanatique organisé. C'était un marginal avec des préjugés qui flottaient dans sa tête, incapable de les transformer en actions politiques. Le tournant décisif viendrait plus tard, lorsque ces mythes entreraient en collision avec l'événement historique qui allait le façonner à jamais, la Première Guerre mondiale. Mais avant d'en arriver à la guerre, il vaut la peine de s'arrêter pour examiner comment le mythe fonctionnait. Pourquoi ces idées ont-elles autant marqué les esprits? D'abord, parce qu'elles désignaient un ennemi clair. Ensuite, parce qu'elles transformaient les problèmes économiques en une histoire morale.
Et enfin, parce qu'elles étaient diffusées à l'aide de symboles puissants, caricatures grotesques, slogans, rituels politiques. Les Juifs étaient dépeints dans la propagande comme des banquiers cupides ou comme des révolutionnaires communistes. C'était une impasse impossible. Accusés à la fois de diriger le capitalisme et de mener le bolchevisme. Comment pouvaient-ils être les deux à la fois? Cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'est qu'ils étaient toujours présentés comme une menace. Cette absurdité allait devenir centrale dans le message d'Hitler. Le juif comme ennemi universel, disait-il dans ses discours, aussi bien le financier de Wall Street que l'agitateur de Moscou. La contradiction n'affaiblissait pas l'accusation, elle la renforçait, car elle permettait de reprocher n'importe quoi aux juifs. Hitler n'a pas inventé ces théories, mais il les a assimilées et, plus important encore, il a appris à les exprimer avec la conviction d'un véritable croyant. Dans ce processus, Vienne a été son incubateur. Il n'est jamais entré à l'académie, il ne s'est jamais fait un nom dans l'art, mais il est reparti avec un arsenal idéologique prêt à l'emploi. En 1913, épuisé, il s'est installé à Munich. Il espérait repartir de zéro là-bas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'année suivante, tout le continent allait exploser dans une guerre qui donnerait une forme définitive à sa haine. Le vagabond sans but allait trouver un sens à sa vie dans un uniforme, et sa vie ne serait plus jamais la même. Août 1914, les cloches sonnent, les places sont bondées. Drapeaux, hymnes, discours, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie entrent en guerre contre les puissances de l'entente. Pour des millions de personnes, la nouvelle fut un choc. Pour Adolf Hitler, ce fut une renaissance. Il vivait à Munich depuis l'année précédente, sans famille, sans profession, sans avenir. Soudain, la guerre lui offrait un sens. Il se porta volontaire pour l'armée bavaroise, même s'il était sujet autrichien. Il fut accepté, et pour la première fois de sa vie, il se sentit faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Hitler fut affecté comme estafette régimentaire sur le front de l'Ouest. Pendant 4 ans, il transporta des messages entre les tranchées sous un feu constant. Ce n'était pas un grade élevé, mais c'était dangereux. Son régiment se souvenait de lui comme d'un soldat consciencieux, réservé, solitaire, sans amis proches. Il reçut 2 décorations, la Croix de fer de 2e classe en 1914 et la Croix de fer de 1re classe en 1918. Cette dernière était inhabituelle pour un caporal. La recommandation venait d'un officier juif, Hugo Gutmann. Une ironie tragique. Un juif a contribué à reconnaître l'homme qui prêcherait plus tard leur extermination. Le front l'a façonné. La vie était brutale. Boue, rats, cadavres, gaz moutarde, et pourtant il décrira plus tard cette période comme la plus heureuse de sa vie. Là, il trouva la camaraderie, l'ordre, un but. Là, il se persuada que l'Allemagne menait une mission sacrée. En novembre 1918, après des millions de morts, l'Allemagne signa l'armistice. L'armée, épuisée, ne pouvait plus continuer, mais de nombreux soldats, comme Hitler, vécurent cela comme un coup de poignard dans le dos. Il se trouvait dans un hôpital à Passwalk, en convalescence après une attaque au gaz qui avait affecté sa vue. C'est là qu'il apprit la reddition. Il faillit perdre la raison. Tout s'effondrait, écrira-t-il plus tard. Et c'est là qu'un mythe mortel est né, la Dolchstoß-légende, le coup de poignard dans le dos. Selon cette idée, l'Allemagne n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais trahie par des ennemis de l'intérieur, les socialistes, les communistes et surtout les juifs. C'était faux. Les généraux savaient que le front était perdu, les troupes étaient épuisées, les civils mouraient de faim. Mais la légende s'est répandue rapidement car elle offrait une explication simple à un désastre insupportable. Hitler s'y est accroché de façon fanatique. Pour lui, la défaite n'était pas un fait militaire, c'était un complot, et dans son esprit, les Juifs étaient au centre de cette trahison. La signature du traité de Versailles en 1919 a approfondi le ressentiment. L'Allemagne devait payer d'énormes réparations,
céder des territoires et accepter la responsabilité exclusive de la guerre. Le pays sombra dans l'hyperinflation, le chômage et le chaos politique. Dans cet environnement, les mythes prospéraient. Les communistes avaient tenté des révolutions à Berlin et en Bavière. Les partis se sont fragmentés. La jeune République paraissait faible et la question résonnait. Qui nous a mis dans ce pétrin? Pour Hitler et beaucoup d'autres, la réponse était évidente, les Juifs. Peu importait que des centaines de milliers de Juifs allemands aient combattu et soient morts dans les tranchées. Peu importait que beaucoup soient de sincères patriotes. Le mythe n'avait pas besoin de faits, il lui fallait des coupables. Après la guerre, Hitler resta dans l'armée comme gardien et dans des camps de prisonniers de guerre, puis plus tard comme informateur politique. Son travail consistait à assister aux réunions de petits partis et à rendre compte de leur idéologie. En septembre 1919, il assista à une séance du minuscule parti ouvrier allemand, le DAP. Il écouta un intervenant et, agacé, se leva pour argumenter. Sa fureur, sa voix, sa conviction stupéfièrent tout le monde. C'était la première fois qu'il goûtait à son talent d'agitateur. Les dirigeants du parti l'ont invité à les rejoindre. Hitler a accepté. Jusqu'à ce moment-là, il était un homme sans direction. Maintenant, il avait une scène. La politique lui a offert ce que l'art lui avait refusé, un public. Dans les brasseries de Munich, il a commencé à parler et il a découvert qu'il pouvait électrifier une salle avec des lignes courtes, avec des cris, avec de la haine. La frustration nationale était sa matière première. Son ennemi n'a jamais changé, les Juifs. La guerre avait transformé ses préjugés vagues en une obsession totale. Il n'était plus le jeune frustré qui regardait les Juifs de Vienne avec ressentiment. Il était convaincu qu'ils étaient l'ennemi existentiel de l'Allemagne. Dans ses discours, il les présentait comme des parasites, des conspirateurs, des corrupteurs de la culture. Pour lui, le Juif était responsable à la fois du capitalisme sauvage et du communisme révolutionnaire, une contradiction qui ne semblait déranger personne. La haine, répétée suffisamment souvent, se transformait en vérité, et à chaque discours, de plus en plus de têtes acquiesçaient. Dans les mois qui suivirent, Hitler devint l'orateur vedette du petit parti. Son charisme tranchait radicalement avec sa médiocrité dans tous les autres domaines. C'est là qu'il commença à bâtir ce qui deviendrait le NSDAP, le Parti national-socialiste. Ainsi, d'un soldat anonyme, d'un peintre raté, d'un vagabond viennois, émergea un agitateur porteur d'un message dangereux. La Première Guerre mondiale avait été son catalyseur. Elle lui avait donné un ennemi, un mythe, une mission. Ce qui allait suivre ne serait plus de simples diatribes. Ce serait de l'organisation, un parti, de la propagande. La fin de la guerre laissa l'Allemagne sous le choc. Faim, inflation, grève, révolutions avortées. Les rues de Munich étaient un bouillonnement de groupes radicaux, communistes, monarchistes, nationalistes. Dans ce chaos, Adolf Hitler trouva sa scène. En 1919, le Parti ouvrier allemand, le DAP, n'était rien, à peine quelques dizaines de membres se réunissant dans des brasseries enfumées. Leur slogan était simple, nationalisme extrême, haine du marxisme, antisémitisme. Hitler arriva en tant qu'espion de l'armée envoyé pour écouter et faire un rapport. Mais bientôt, la taupe devint la vedette principale. Un soir, après un débat, il se leva pour défendre l'Allemagne. Ses cris, ses gestes, la fureur dans sa voix laissèrent le public stupéfait. C'est à ce moment-là qu'il découvrit son don. Il ne savait pas peindre, il ne savait pas écrire clairement, mais il savait parler. Le parti lui demanda de les rejoindre. En un rien de temps, il devint leur meilleur orateur. Hitler comprit que la politique, c'est du théâtre. Il mettait en scène ses apparitions comme un spectacle, arrivant en retard, laissant la tension monter, commençant doucement et finissant en criant, le poing levé, les yeux flamboyants. Il savait utiliser le silence,
les pauses, la répétition, les phrases courtes, les slogans faciles « Allemagne, réveille-toi ». Le juif est notre ennemi. Ce n'étaient pas des arguments, c'étaient des coups de massue émotionnels. Les foules répondaient. Des ouvriers au chômage, des anciens combattants aigris, des jeunes sans avenir, tous voulaient trouver quelqu'un à blâmer. Hitler leur en désigna un. L'antisémitisme devint la colonne vertébrale de son discours. Il présentait les Juifs comme des conspirateurs universels, coupables à la fois du capitalisme rapace et du communisme bolchevique, de la défaite pendant la guerre, de la décadence culturelle. Dans son récit, ils étaient l'ennemi absolu. En 1920, le parti changea de nom pour devenir le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP. La nouvelle appellation fusionnait le nationalisme avec le mot « socialiste », séduisant ainsi les ouvriers désabusés. Hitler déploya des symboles puissants, la croix gammée rouge et noire, le salut du bras tendu, les uniformes paramilitaires. Tout évoquait la force, l'ordre, l'identité. Bientôt, les rassemblements attirèrent des milliers de personnes. Le parti était encore petit, mais chaque discours allumait de nouveaux feux. En novembre 1923, Hitler décida que le moment était venu de prendre le pouvoir. Inspiré par Mussolini en Italie, il organisa un coup d'État à Munich. Le putsch de la brasserie, pistolet à la main. Il fit irruption dans une réunion politique et proclama la révolution. Ses partisans défilèrent dans les rues. Mais la police les affronta. Le coup d'État fut un fiasco. 16 nazis ont été tués et Hitler a été arrêté. Cela ressemblait à la fin, mais cela s'est transformé en un nouveau départ. Dans la prison de Landsberg, Adolf Hitler dicta à son fidèle assistant Rudolf Hess un livre qui allait marquer l'histoire. Mein Kampf, mon combat. Le manuscrit était décousu, répétitif et plein d'obsessions personnelles. Mais au milieu du chaos, il y avait une clarté troublante. Hitler soutenait que l'Allemagne avait perdu la guerre à cause des Juifs. Il les décrivait comme une prétendue race qu'il fallait éliminer. Il affirmait que le destin du peuple allemand était de s'étendre vers l'Est à la recherche de ce qu'il appelait le Lebensraum, l'espace vital, et il déclarait que l'État devait être fondé non pas sur des principes démocratiques, mais sur des principes raciaux. Ce n'était pas tant un programme politique détaillé qu'une confession idéologique. Mais tout ce qu'il allait ensuite accomplir était déjà là, noir sur blanc. Dans ses premières années, le livre ne s'est vendu qu'à une poignée d'exemplaires. Avec le temps, des millions d'Allemands allaient le lire, ou du moins entendre ses idées répétées. Personne ne pouvait dire qu'il n'avait pas été prévenu. Libéré en 1924, Hitler entreprit de reconstruire le parti. Il avait retenu la leçon, les coups d'État ne suffisaient pas. Le pouvoir devait être conquis légalement. Pendant les années relativement stables de la République de Weimar, de 1924 à 1929, le NSDAP resta un groupe marginal, mais il maintint un rythme soutenu de rassemblements, de défilés et de propagande. Quand la Grande Dépression a frappé en 1929, tout a changé. Des millions de personnes se sont retrouvées au chômage, les banques ont fait faillite, le désespoir s'est répandu. Et dans ce contexte, le message de Hitler résonnait plus fort. L'Allemagne n'était pas en crise à cause de l'économie, mais à cause de la trahison et de l'ennemi juif. Les votes ont commencé à affluer. De 12 sièges en 1928, ils sont passés à 107 en 1930. En 1932, ils étaient devenus le plus grand parti du Reichstag. Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomma Hitler chancelier. Beaucoup l'ont sous-estimé. Ils le voyaient comme un agitateur utile, un politicien qu'on pourrait contrôler. Ils avaient tort. En quelques mois, Hitler avait instauré une dictature. Après l'incendie du Reichstag, il a supprimé les libertés, interdit les partis politiques et créé la Gestapo. Le Troisième Reich était né. La haine ne serait plus seulement une rhétorique. Elle avait désormais le pouvoir de l'État derrière elle.
et ce qui a suivi n'était plus des mots. C'était la loi. 30 janvier 1933. Berlin. Un maréchal vieillissant, Paul von Hindenburg, prête serment au nouveau chancelier du Reich, Adolf Hitler. À l'extérieur, des défilés aux flambeaux illuminent la nuit. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit là que d'un essai, que le fauteur de troubles s'apaisera une fois au pouvoir. Ils se trompent. En quelques semaines, le régime est consolidé. L'incendie du Reichstag en février 1933 sert de prétexte pour suspendre les libertés civiles. Le décret de l'incendie du Reichstag permet les arrestations sans procès, la censure et la persécution des opposants. En mars, la loi des pleins pouvoirs accorde à Hitler des pouvoirs dictatoriaux. Le Parlement n'a plus d'importance. La démocratie allemande est morte. Et bientôt, la haine qui, pendant des années, n'était que le sujet de diatribes dans les brasseries, devient une politique officielle. Avril 1933, boycott national des commerces juifs. Des hommes en uniforme de la SA se tiennent devant des magasins avec des pancartes indiquant « N'achetez pas aux juifs ». Fenêtres brisées, graffiti, intimidation. Le même mois, la loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle exclut les juifs des emplois publics. Juges, enseignants, médecins des hôpitaux publics. L'exclusion n'est plus sociale. C'est légal. D'autres lois suivent, interdisant aux juifs d'exercer comme avocats, journalistes et notaires. Chaque mois, la vie professionnelle se rétrécit davantage. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, fait de l'antisémitisme l'air que tout le monde respire. Des films comme Le Juif éternel montrent des caricatures grotesques. Des magazines comme Der Stürme publient des dessins de nez crochus et de regards sinistres. À l'école, on enseigne aux enfants la pseudo-science raciale, des tableaux de crâne, des tests de pureté du sang. La haine est enseignée comme une science biologique. Le mensonge des soi-disant protocoles des sages de Sion circule comme s'il était authentique. Personne au pouvoir n'admet la vérité. C'est un faux. Et en pratique, son authenticité importe peu. La seule chose qui compte, c'est l'effet produit. Septembre 1935. Lors du rassemblement du parti à Nuremberg, Adolf Hitler annonce un nouveau cadre juridique pour le Troisième Reich. D'abord, la soi-disant loi sur la citoyenneté du Reich. Désormais, seuls ceux de sang allemand sont des citoyens à part entière. Ensuite, la loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Elle interdit le mariage et les relations sexuelles entre juifs et les soi-disant aryens. À partir de là, le régime met en place des catégories minutieuses pour déterminer qui est considéré comme juif, retraçant les grands-parents, la lignée, l'ascendance. Un système obsessionnel et bureaucratique qui s'immisce dans la vie privée des familles et décide de leur destin. D'un simple trait de plume, les juifs allemands deviennent des citoyens de seconde zone. Ils ne peuvent pas voter, ne peuvent pas se marier librement et sont exclus de nombreuses professions. Beaucoup d'Allemands qui n'ont aucun contact personnel avec des Juifs absorbent la propagande comme si c'était la réalité. Le Juif devient une figure abstraite, diabolisée, le coupable de tous les maux. D'autres se taisent. La persécution avance pas à pas, assez lentement pour sembler réversible. Peut-être que ça s'arrête là, pense-t-il, mais ce n'est jamais le cas. Certains, pendant ce temps, collaborent activement, dénonçant leurs voisins, participant au boycott, répétant les slogans. La complicité n'est pas toujours du fanatisme. Souvent, c'est la peur, le conformisme, l'opportunisme. Le 9 novembre 1938, une foule organisée incendie plus d'1 millier de synagogues à travers l'Allemagne et l'Autriche. Des commerces sont pillés. Environ 30 000 personnes sont arrêtées. Des éclats de verre recouvrent les rues, d'où le nom de la nuit de cristal, Kristallnacht. Le prétexte était l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris par un jeune juif polonais.
mais la violence a été orchestrée d'en haut. Pour la première fois, la persécution devient ouvertement violente et massive. C'est un point de non-retour. Les compagnies d'assurance ne versent aucune indemnité aux propriétaires juifs pour les dégâts. Au contraire, ils sont forcés de payer les réparations publiques. Un cynisme brutal. La nouvelle se répand. Il y a des condamnations internationales, des gros titres, des discours dans les parlements. Mais en pratique, presque aucun pays n'ouvre ses frontières aux réfugiés juifs. En 1938, la conférence d'Évian réunit 32 nations pour discuter de la crise des réfugiés. Presque toutes refusent d'en accueillir davantage. Seule la République dominicaine propose quelques milliers de visas. Pour les nazis, le message est clair. Le monde proteste, mais n'agit pas. Et s'il n'agit pas, la persécution peut continuer à s'intensifier. En 1939, environ 400 000 Juifs avaient réussi à fuir l'Allemagne. Mais plus de 200 000 sont restés piégés. Et bientôt, avec la guerre, des millions d'autres tomberaient sous la domination nazie en Pologne, en Tchécoslovaquie, en France, aux Pays-Bas. La haine n'était plus seulement un ensemble de lois discriminatoires. C'était un programme en marche. Chaque conquête territoriale ajoutait des communautés juives entières à la portée du régime. L'exclusion légale se transformait en quelque chose de bien plus sinistre. Avec le recul, on voit les choses clairement. Le chemin est limpide. D'abord, les mots. Puis, les lois. Ensuite, la violence. Enfin, l'extermination. En 1933, beaucoup pensaient que les nazis voulaient seulement limiter l'influence juive. En 1935, qu'ils cherchaient simplement la ségrégation. En 1938, que la violence finirait par s'apaiser. Mais chaque étape était un barreau d'une échelle menant aux chambres à gaz. En 1939, l'Europe était au bord du gouffre. En quelques mois, la guerre allait transformer la persécution nazie en quelque chose de bien plus mortel. Ghettos, fusillades de masse, camps d'extermination. La machine de la haine, qui avait commencé avec des discours dans les brasseries, engloutit désormais tout un continent. Ce qui a suivi n'était ni la marginalisation, ni l'expulsion, ni même des pogroms. C'était une tentative systématique d'effacer un peuple de la surface de la terre. Et le pire ne faisait que commencer. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence, et avec elle, l'antisémitisme nazi atteint un nouveau degré. Plus de 3 millions de Juifs vivaient en Pologne, la plus grande communauté d'Europe. Sous l'occupation allemande, ils devinrent le premier grand terrain d'expérimentation de la politique raciale nazie. Les ordres tombèrent rapidement. Identification obligatoire par l'étoile de David, confiscation des biens, travail forcé et surtout, le plus brutal, l'enfermement dans les ghettos. Varsovie, Łódź, Cracovie. Des quartiers entiers murés. Des centaines de milliers de personnes entassées sur quelques kilomètres carrés. Des rations alimentaires dérisoires, pas de médicaments. La faim, le typhus et la misère sont devenus des armes. Les photos de ces ghettos montrent des enfants pieds nus, le regard vide. Des femmes vendant les dernières choses qu'elles possédaient. Des corps dans les rues. Les nazis eux-mêmes ont documenté cela, comme s'il s'agissait d'une expérience. Juin 1941. Opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion allemande de l'Union soviétique. Ici, la haine se transforme en extermination directe. Derrière les troupes arrivent les Einsatzgruppen, des commandos mobiles de la mort SS. Leur mission, éliminer les juifs, les commissaires politiques, les intellectuels, en pratique, toute personne considérée comme un ennemi racial. Les rapports font froid dans le dos. À Badiar, près de Kiev, en septembre 1941, plus de 33 000 juifs sont abattus en seulement 2 jours. Hommes, femmes, enfants jetés dans un ravin. Ce n'était qu'un des nombreux épisodes similaires en Lituanie,
en Biélorussie, en Ukraine. La logique était implacable. Partout où l'armée allemande passait, les Juifs devaient disparaître. Mais les fusillades de masse posaient des problèmes, psychologiques pour les tueurs, logistiques pour le régime. Des milliers de balles, des centaines d'hommes traumatisés d'avoir tiré sur des femmes et des enfants. La machine nazie recherchait l'efficacité. La réponse fut la solution finale à la question juive. Lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942, des hauts responsables ont planifié la déportation systématique de 11 millions de Juifs européens vers des centres d'extermination. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était de l'administration, des horaires de train, des calculs de transport, un génocide estampillé par la bureaucratie. Des camps de concentration existaient depuis 1933, comme Dachau. Mais à partir de 1941, des camps conçus uniquement pour tuer ont été construits. Chomno, Belzec, Sobibor, Treblinka et le plus tristement célèbre, Auschwitz-Birkenau. Le processus était planifié avec une froide précision. Des trains bondés arrivaient jour et nuit, remplis d'hommes, de femmes et d'enfants. Sur la rampe de sélection, certains hommes valides étaient envoyés au travail forcé, mais la plupart, les personnes âgées, les femmes, les enfants, étaient envoyés directement à la mort. Les chambres à gaz étaient déguisées en douches. Par des ouvertures dans le plafond, des pastilles de Zyklon B étaient lâchées, libérant un gaz mortel. Les corps étaient ensuite transportés vers les crématoires, qui fonctionnaient sans interruption, jour et nuit. À Auschwitz, jusqu'à 6000 personnes pouvaient être assassinées en une seule journée. La fumée des fours noircissait le ciel. Les trains passaient devant des villes allemandes et polonaises. Les gens voyaient, sentaient, savaient. Certains ont collaboré, d'autres se sont tus par peur, d'autres encore par indifférence. Le Vatican, les gouvernements alliés, les diplomates, beaucoup avaient des indices dès 1942. Il y eut des protestations isolées, mais l'ampleur même de l'horreur semblait inimaginable. Le monde a mis du temps à réagir. Au final, près de 6 millions de Juifs ont été assassinés. Les 2/3 de la population juive d'Europe. Des villes entières et des cultures séculaires anéanties. Chaque chiffre est une vie fauchée. Un enfant de Varsovie, une grand-mère de Vilnius, un rabbin de Prague, un violoniste de Vienne. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un excès de la guerre. C'était un plan systématique, exécuté avec précision, protégé par un État moderne. Au milieu de l'horreur, il y eut des éclairs de résistance. Des soulèvements dans des ghettos comme celui de Varsovie en 1943, où des hommes et des femmes ont affronté des chars avec des armes de fortune. Des révoltes dans des camps comme Sobibor et Treblinka, où des prisonniers ont organisé des évasions massives. Il y avait aussi ceux qui ont tout risqué pour sauver des vies. Des familles polonaises cachant des enfants, des diplomates comme Raoul Wallenberg falsifiant des passeports, des villageois partageant leur pain. Mais ils étaient minoritaires. La plupart ont choisi de détourner le regard. Reprenons le chemin parcouru. À Vienne, un jeune homme frustré prêtait une attention particulière aux brochures racistes qui circulaient dans les rues. Dans les années d'après-guerre, ce même soldat vaincu a adhéré à l'idée du coup de poignard dans le dos, convaincu que l'Allemagne avait été trahie. À Munich, l'agitateur a transformé cette haine en un mouvement politique qui s'est répandu dans les masses. Et à Berlin, désormais chancelier, il a transformé le mythe en loi, lui donnant un pouvoir qui allait changer l'histoire à jamais. Et à Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Cette haine s'est transformée en fumée, en cendres, en vide. En 1944, la guerre était terminée, s'était retournée contre l'Allemagne. Les Alliés avançaient depuis l'Ouest, l'armée rouge depuis l'Est. Pourtant, les trains continuaient de circuler. Même lorsque la défaite était inévitable, les nazis ont donné la priorité à l'extermination plutôt qu'à la survie militaire. Cette obsession montre à quel point la haine avait totalement consumé le régime.
Ce n'était pas de la stratégie, c'était du pur fanatisme. En janvier 1945, les soldats soviétiques sont entrés dans Auschwitz. Ils ont trouvé des montagnes de chaussures, des tas de cheveux, des valises marquées de noms et une poignée de survivants, affamés, à peine assez forts pour sourire à leur libérateur. Ce que le monde a découvert ces jours-là défiait l'imagination. Des corps empilés, des crématoires, des journaux intimes cachés, des témoignages qui glaçaient le sang. Le mot holocauste commençait à peine à être utilisé, mais la réalité était déjà gravée dans la conscience de l'humanité. Avril 1945. Berlin brûle sous les bombes. Dans un bunker souterrain, un Adolf Hitler acculé dicte ses derniers ordres. Dehors, le Troisième Reich s'effondre. L'homme qui a transformé la haine en système est sur le point de mettre fin à ses jours. Mais le mal est fait. 6 millions de Juifs assassinés, ainsi que des millions d'autres victimes du nazisme. Au cours des premiers mois de 1945, les armées alliées ont libéré les camps. Les soviétiques à Auschwitz et Majdanek, les britanniques à Bergen-Belsen, les américains à Buchenwald et Dachau. Les images ont fait le tour du monde. Des prisonniers squelettiques, des tas de cadavres, des fours encore chauds. Des soldats endurcis par des années de guerre ont pleuré devant ce spectacle. Il n'y avait pas de mots. Le silence des témoins en disait plus que n'importe quel discours. Pour beaucoup d'Allemands, c'était la première fois qu'ils faisaient face à l'ampleur du crime. Certains avaient des soupçons, d'autres avaient entendu des rumeurs, mais voir les camps, c'était autre chose. Les troupes ont forcé les villageois des environs à entrer et à regarder. Le but, que personne ne puisse jamais dire. Nous ne savions pas. Le monde découvrait non seulement la sauvagerie de la guerre, mais aussi la machine du génocide. Et la grande question s'est posée, comment cela a-t-il été possible? En novembre 1945, le tribunal militaire international s'est ouvert à Nuremberg. 24 responsables nazis furent jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, complot en vue de mener une guerre d'agression. Les audiences révélèrent des documents, des ordres, des notes de service. Ce n'était pas de la folie. Ce n'étaient pas des soldats isolés qui allaient trop loin. C'était un système, planifié, signé, exécuté. Les preuves comprenaient des films tournés par les nazis eux-mêmes, des témoignages de survivants, des aveux. Les juges ont créé un précédent. Obéir aux ordres n'est pas une défense. Certains accusés furent condamnés à mort, d'autres à de longues peines de prison. Mais au-delà des verdicts, Nuremberg a marqué un tournant. Pour la première fois, un État moderne était jugé pour génocide. Pendant ce temps, des millions de survivants erraient à travers l'Europe, les soi-disant personnes déplacées. Pas de foyer, pas de famille, pas de communauté. Des camps de réfugiés de fortune remplis de juifs libérés qui n'avaient nulle part où aller. Revenir était souvent impossible. Dans de nombreux cas, leurs maisons avaient été prises. En Pologne, certains de ceux qui ont essayé de revenir ont été confrontés à la violence. La diaspora juive a été transformée. Beaucoup ont émigré aux États-Unis, en Amérique latine. D'autres sont partis en Palestine où, en 1948, l'État d'Israël serait fondé, son existence marquée par la mémoire de la Shoah. La Shoah a laissé de profondes cicatrices, non seulement démographiques, avec des communautés entières effacées, mais aussi culturelles, théologiques, philosophiques. Les philosophes se sont demandé comment les Lumières, la science, la culture allemande avaient pu engendrer Auschwitz. Que signifie la civilisation après les camps d'extermination? Les églises ont été confrontées à leur silence. Beaucoup de responsables religieux sont restés muets pendant que les synagogues brûlaient. Cette culpabilité allait marquer des décennies de réflexion. Retour à la question de départ. Pourquoi Hitler haïssait-il les Juifs? La réponse ne se trouve pas dans un incident d'enfance ou un traumatisme unique. Ce n'est pas parce qu'un professeur juif l'aurait rejeté ou qu'un médecin juif l'aurait mal soigné. Au contraire,
des cas précis montrent souvent un traitement respectueux. La haine de Hitler n'est pas sortie de nulle part. C'était le résultat d'une fusion dangereuse de plusieurs facteurs. D'un côté, ses frustrations personnelles, son échec en tant qu'artiste, la pauvreté qu'il a endurée à Vienne, la solitude qu'il a poursuivie. À cela se sont ajoutées des influences idéologiques. L'antisémitisme politique de figures comme Karl Lueger et Georg von Schönrey, la pseudo-science raciale qui prétendait classer les êtres humains et le mensonge des soi-disant protocoles des sages de Sion. L'histoire a fait le reste. La défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le mythe du coup de poignard dans le dos et les profondes crises de la République de Weimar. Et enfin, la commodité politique. L'antisémitisme est devenu un outil puissant pour rassembler des foules diverses autour d'un ennemi commun. Ce n'était pas un accident. C'était une façon de penser alimentée par des décennies de préjugés européens. Hitler l'a radicalisé, simplifié et en a fait le moteur central de sa politique. L'antisémitisme expliquait tout pour lui. La défaite, crise, chômage, décadence culturelle. Et en même temps, cela offrait une mission messianique, éliminer les Juifs pour racheter l'Allemagne. Ainsi, sa haine n'était pas irrationnelle dans sa propre logique pervertie. Elle était cohérente avec un monde de mensonges, de mythes et de fanatisme. Et cette cohérence la rendait encore plus dangereuse. La Shoah n'est pas seulement l'histoire juive, c'est l'histoire de l'humanité. Cela montre ce qui se passe lorsque la déshumanisation devient la norme, lorsque les mensonges remplacent la vérité, lorsque la haine devient la loi. Les signes avant-coureurs étaient tout cela. Discours, caricatures, lois, pogroms. L'extermination n'a pas commencé avec les fours, elle a commencé avec des mots. C'est l'avertissement pour notre époque. Chaque fois qu'un groupe est tenu responsable de tout, chaque fois que les théories du complot se répandent, chaque fois que la moquerie ou la haine se banalise, le chemin commence à se répéter. Aujourd'hui, des camps comme Auschwitz ou Dachau sont des musées de la mémoire. Les survivants, de moins en moins nombreux chaque année, racontent leurs histoires pour que le silence ne dévore pas le souvenir. La devise « Plus jamais ça » n'est pas un slogan vide de sens. C'est un engagement. Car l'oubli ouvre la porte à la répétition. La question avec laquelle nous avons commencé résonne encore. Comment la haine d'un seul homme est-elle devenue une politique d'État? La réponse est claire. Parce que cette haine s'est nourrie de mythes anciens, a trouvé des complices modernes et que des millions de personnes l'ont soit acceptées, soit gardées sous silence. Adolf Hitler est mort dans un bunker en 1945. Le Reich, qui promettait 1000 ans, n'a duré qu'à peine 12, mais les cicatrices qu'il a laissées subsistent. 6 millions de vies anéanties, des communautés entières effacées, un avertissement qui ne perd jamais de sa force. Ce souvenir n'est pas une option. C'est un devoir, car la mémoire des victimes exige une réponse claire et retentissante. Plus jamais ça. Si cette histoire vous a touché, interpellé, ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des récits plus puissants, des voix oubliées et davantage de vérités venues du passé. Alors si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux et nous adorons découvrir vos avis. À la prochaine, continuez d'explorer l'histoire avec Épicoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.